Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. À la une ce soir, 41 présidents de conseils d'administration des entreprises et établissements publics au Cameroun exercent aujourd'hui en toute illégalité. Pour un mandat de 6 ans maximum, ces responsables d'administration ou membres du gouvernement cumulent entre 7 et 31 ans à leur poste. Une longévité sans efficacité pour le développement économique du Cameroun, selon certains spécialistes que vous écouterez dans ce journal. Après l'hôpital La Quintini de Douala, une autre formation sanitaire au cœur d'un scandale à Yaoundé. Un bébé d'environ 2 mois a perdu la vie à cause d'une négligence médicale. La justice saisie par la famille, le ministre de la Santé publique révèle de graves manquements. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. Interpellé dans le cadre de l'assassinat de 6 personnes, toutes appartenantes à une même famille à Nanga et Boko, Mahamat Laouli se serait donné la mort dans les locaux de la division de la police judiciaire du centre à Yaoundé, où il était en garde à vue. Les explications de Joël Essengue et Gizogo. C'est derrière moi, dans l'immeuble qui abrite le siège de la division régionale de la police judiciaire pour le centre, que le drame concernant l'affaire de l'assassinat de 6 personnes à Nanga et Boko s'est déroulé. En effet, Mahaman Laouli, présumé auteur de cet assassinat, s'est donc suicidé ici au siège de la police judiciaire la nuit dernière, alors que selon les informations dont nous disposons, pendant un moment d'inattention, prétendu qu'il se rendait aux toilettes, ce que la police lui aurait accordé, et une fois aux toilettes, il est donc passé à l'acte pour sauter la vie. Du côté de la division régionale de la police judiciaire où nous nous sommes rendus, les explications ne nous sont pas données. En tout cas, le dossier est entre les mains du procureur de la République. La police, elle, ne pourra donc communiquer que lorsque le procureur de la République aura donné son autorisation à cet effet. Mais l'on sait dans ce dossier que 7 personnes au total ont été interpellées par la police au sujet de cette affaire qui concerne l'assassinat de 6 personnes à Nanga et Boko. À Nanga et Boko également, où une réunion de crise s'est tenue ce jour dans cette localité, chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, où donc les Camerounais menaçaient de s'en prendre aux ressortissants nigériens, la nationalité de Mahaman Laouli. Ses parents habitent chez moi en Lida. Et hier dans la nuit, j'ai été interpellé par ses frères qui sont venus me voir pour dire qu'il y a des vandales dans la ville qui sont prêts à venir brûler leur domicile. J'étais obligé d'envoyer un message au commissariat pour leur dire que moi je n'ai pas de force de l'ordre. Je souhaiterais donc qu'il y ait une cohésion d'action entre les forces de maintien de l'ordre, qu'ils aient une oreille attentive à notre fonctionnement, qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, qu'ils soient prompts à réagir. Finalement, les autorités administratives, donc le préfet, le sous-préfet et les autorités judiciaires ont tenu une réunion de crise pour apaiser la situation. N'ayez crainte, nous sommes prêts et nous sommes là pour vous protéger. Vaquez normalement à vos occupations. Chaque fois, nous allons réagir avec la même fermeté pour sécuriser les bons citoyens. Il faut que la population sache qu'en Nanga et Boko, on a pris cette affaire très au sérieux. Le même soir, nous avons saisi la Légion de gendarmerie, nous avons saisi la DRPJ qui se sont activés. Donc les enquêtes suivent sereinement leur cours. L'affaire est donc entre les mains du procureur de la République et la police devrait nous en dire davantage dans les prochains jours ici à Yaoundé sur cette affaire qui défraie la chronique. Devant la division régionale de la police judiciaire pour le centre, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Un bébé de 7 semaines décède après l'administration d'une pension Lambert à la clinique Le Jourdain à Yaoundé. La famille accuse cette formation sanitaire d'avoir réalisé la dite pension sans son consentement. Des actions en justice sont d'ores et déjà engagées. Reportage Élisée Borgba et Ben Christy Maudio. Sur ces images amateurs, Julienne, 26 ans, partage un tendre moment avec son bébé, Andrea, 7 semaines.
Cette vidéo a été prise par la jeune maman quelques jours avant la mort de son bébé, le 2 avril dernier à Yaoundé. Rien ne présageait pourtant cette disparition. On consulte le médecin généraliste. Quand on était même encore dans son bureau, la fièvre de la petite chute toute seule. Et tout, je signale, mais on me dit que oui, mais vu son âge, vu qu'elle a quand même fait un peu de fièvre, par précaution, on va l'hospitaliser pour l'observer. Toutefois, une fois le jour levé, les parents d'Andrea reçoivent une mauvaise nouvelle. On a passé une nuit très calme, la température de ma fille était revenue à 36,9 toute la nuit. Jusqu'au matin, on voit le médecin qui arrive et qui nous dit bon, on a eu les résultats des examens de votre fille, j'en ai parlé au pédiatre par téléphone et le pédiatre a dit qu'il faut absolument faire une ponction lombaire. La famille a su s'être opposée à l'idée de cette ponction lombaire. Ils ont joué de ruse, de stress, je peux même dire d'intimidation parce qu'au départ on a eu une personne, ensuite on a eu une autre personne, ensuite on a eu 2 personnes, ensuite on a eu 3 personnes qui viennent nous forcer à sortir de la chambre. Le pire arrive quelques minutes plus tard. Selon la mère du nourrisson, le personnel de santé aurait essayé de se jouer d'elle. Ils nous ont même pas dit que l'enfant est mort. Ils ont voulu nous faire croire que l'enfant était intubé, qu'elle était encore en train d'être réanimée, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais immédiatement, quand on va dans la salle, on la trouve couchée là, emballée dans sa serviette. Après le décès de la petite Andrea, la famille doit faire face à un nouveau problème. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même avoir les résultats des examens qui ont été faits? Ils se sont opposés. Est-ce qu'on peut avoir le rapport de ce qui a été fait à l'enfant? Ils se sont opposés. Lundi, c'était même pas le premier, lundi le 2, lundi le 3, on est reparti mardi, ce n'est que mercredi, sous pression, qu'ils ont réussi à lui donner ces éléments-là. Face aux accusations portées contre la clinique Le Jourdain, nous nous sommes rapprochés du promoteur de ce centre hospitalier. Ce dernier n'a pas donné suite à nos appels et messages. Cette affaire se poursuivra devant les tribunaux puisque la famille de la petite Andrea a décidé de porter plainte. Et lors de sa visite dans cette formation sanitaire, Manamouda Malachi a personnellement révélé de graves manquements dans la prise en charge du bébé décédé à 2 mois seulement après sa naissance. Plus de précisions dans ce reportage de François Dikoumé et Nana Paul Sabin. Le décès dans les circonstances tragiques d'Andrea Abbé allonge la liste des erreurs médicales de plus en plus fréquentes dans nos structures sanitaires. Mais le coup de colère du ministre de la Santé publique lors de sa récente visite au centre médical Le Jourdain a mis en évidence de graves insuffisances professionnelles, la mauvaise foi et le laxisme du gouvernement en matière de contrôle des structures hospitalières. Il est inadmissible qu'en plein centre-ville de la capitale administrative, un centre de santé créé dans la catégorie C puisse fonctionner illégalement dans une autre catégorie de niveau supérieur sans un rappel à l'ordre des autorités. Le ministre de la Santé publique, qui constate cet exercice irrégulier, est aussi tombé des nues en retrouvant dans cette clinique privée un agent public absent de son poste d'affectation. Le serment d'Hippocrate, à savoir l'engagement d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine, ne semble pas être la chose la mieux partagée au centre médical Le Jourdain. Vous vous rendez compte que vous avez un infirmier, vous n'avez pas référé. Pourquoi vous ne l'avez pas référé? Pourquoi on ne l'a pas référé? Au lieu de bricoler au téléphone. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas continuer à tuer des enfants ou à tuer des Camerounais comme ça. En effet, le ministère de la Santé publique affirme que le récit des circonstances du décès du nourrisson d'environ 2 mois met en évidence des défaillances graves dans sa prise en charge. L'indisponibilité d'un pédiatre, la manipulation de l'enfant par un personnel non qualifié, la description des symptômes de l'enfant à un spécialiste au téléphone, prendre des instructions liées à la réalisation d'une ponction lombaire au téléphone, illustrent des manquements graves qui font croire que seul l'argent compte dans cette formation sanitaire. Vivement que les conclusions de l'enquête ordonnée par le gouvernement démentent. Et la courbe de l'insécurité grimpe davantage au Cameroun. Les crimes se multiplient dans les grandes villes du pays, notamment des crimes passionnels ou encore des règlements de compte. Comment comprendre une pareille montée de l'insécurité? Psychologues et hommes de loi s'expriment dans ce reportage de Jires Yopa et Cédric Nding. Yaoundé, Bafoussam, Douala. Autant de crimes recensés ces derniers mois. Des cas d'assassinat qui font grimper la cote d'alerte et placent le Cameroun dans les rangs des pays fortement criminogènes.
Comment en est-on arrivé là? Hommes de loi et psychologues ont leur avis sur la question. Pour le docteur Etta Fouda, psychologue social, 2 facteurs majeurs peuvent expliquer une pareille montée. Particulièrement pour le cas horrible à Nangai Boko, le cas de Vanessa et sa famille, la montée, on va dire comme ça, ou la recrudescence de la violence et de la criminalité, on doit le dire, qui peut être comprise simplement par 2 facteurs. La diffusion de ces informations, la médiatisation d'une part et de l'autre, les conditions aussi de vie, les conditions existentielles. Maître Tchamo, avocate au barreau du Cameroun et à la Cour pénale internationale, a un avis beaucoup plus tranché sur la question. Ces infractions peuvent être causées dans la cité par l'insécurité grandissante, par l'exode rural, par la corruption, par la dépravation des mœurs. Les articles 275 et 276 du Code pénal sont autant de textes qui sanctionnent les cas d'assassinat. Mais l'élément de dissuasion, lui, reste faible. D'où la question, les lois camerounaises favorisent-elles la naissance de criminels? Maître Tchamo coupe court à cette interrogation. Le législateur pénal sanctionne les infractions qualifiées de crimes. Mais cependant, petite nuance. Le législateur pénal, bien qu'ayant prévu cette panoplie d'infractions applicables aux auteurs des infractions qualifiées de crimes, il y a un souci au niveau de l'applicabilité de ces infractions. Pour le docteur Etta Fouda, le système carcéral camerounais ayant montré ses limites, il faut penser comme à l'époque de la création de la localité de Konjok, à une réinsertion, voire une resocialisation des criminels. La base, c'est que dans nos royaumes d'antan, on n'avait pas de prison. Alors comment est-ce qu'on réussissait à réguler, à canaliser les velléités criminelles ou violentes des personnes? C'était justement en les organisant, en les amenant peut-être à mener des activités d'intérêt public, et il est temps qu'on y revienne. En attendant, le crime, lui, continue d'aller crescendo dans les grandes villes du pays. Une étude menée par un institut basé du côté de Stockholm en Suède révèle que vous avez environ 50% de chances de vous faire agresser en marchant dans les rues passé 18 heures. L'un des critères retenus par le législateur comme levier de performance des entités publiques au Cameroun est la rotation de ses dirigeants. Pour le cas d'espèce, c'est 6 ans maximum pour les présidents et membres du conseil d'administration. Selon les résultats de l'enquête menée par le professeur Viviane Ondoa-Biolé, 41 PCA ont largement dépassé ce quota. Le nombre d'années à ces postes est compris entre 7 et 31 ans, une longévité sans incidence positive sur l'économie du Cameroun et développement des entreprises publiques. Danny Warren-Zede et Pierre Laverdu-Ombang. Selon une étude réalisée par le professeur Biolé Ondoa Viviane, il est révélé que 85% des présidents des conseils d'administration des sociétés d'État du Cameroun en fonction seront hors la loi d'ici le 12 juillet 2023. Et selon le même document, ils sont tous, pour la plupart, ces présidents de conseils d'administration pris sur le coup de la longévité. Quelques exemples pour s'en référer, selon le tableau réalisé par l'universitaire et spécialiste du management public. À la tête du conseil d'administration de INEO Cameroun, tenez par exemple Séraphin Magloire Fouda, le non moins secrétaire général des services du Premier ministre, en a déjà passé 13 ans comme président du conseil d'administration. À l'agence d'électrification rurale, Fayengo Francis, en poste comme président du conseil d'administration depuis 23 ans. Pour ne citer que ces deux-là, la liste étant loin d'être exhaustive sur les cas, il en ressort qu'il serait intéressant de questionner leur longévité et à l'évidence leur efficacité. Longévité ne rimant toujours pas avec efficacité et vice-versa. Sur le terrain de l'efficacité de ces sociétés citées, il faut aller en juger près des populations. Quid pour INEO Cameroun, Electricity Development Corporation, du Bureau central de recensement et des études des populations outre-Onde depuis 18 ans déjà, son président du conseil d'administration. En attendant, depuis 2005, le Cameroun n'a pas connu de recensement général de sa population. On se demande bien comment se projeter si l'on ne maîtrise pas sa population. Plus grave,
le Fonds national de l'emploi. L'organe est chargé de fournir de l'emploi aux jeunes, mais pourtant, les chiffres qui en ressortent ne sont pas très rassurants pour les jeunes. Ils sont 57% encore en situation de chômage au Cameroun. Entre-temps, au FNE, Samuel Kondo, pourtant décédé le 11 mars 2020, trône encore comme président du conseil d'administration de cette structure. Il aura fait 30 ans donc, ce qui fait dire sans embâche ni ménagement au professeur Biwole Ondoa Viviane que la situation est dommageable au Cameroun. Et bien plus que l'enracinement des dirigeants n'est toujours pas propice à la performance des entreprises. Celles concernées dans ces cas ont une contre-performance décriée depuis plus de 10 années consécutives. Ils sont membres du gouvernement en fonction ou anciens hauts cadres de l'administration. Les présidents du conseil d'administration ont-ils conscience de leur rôle dans la compétition des entreprises publiques au Cameroun? À l'observation, les spécialistes répondent par la négative dans un contexte où la culture des bons résultats n'est pas la chose la mieux partagée. Dallas Chana et Donald Briskamga. Avec la direction générale, l'Assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration est l'un des 3 organes de gestion des entreprises publiques au Cameroun. Son président est nommé par décret présidentiel. Les PCA sont généralement des ministres en activité, anciens ministres ou cadres politiques. Dans les faits, les postes de PCA semblent perçus comme de simples récompenses par les titulaires. Pourtant, au terme de l'article 54 du statut général des entreprises publiques de juin 2017, le président du conseil d'administration, par toute époque de l'année, demandait des vérifications à travers par exemple des documents pour assurer ses missions de contrôle. Une prérogative cruciale. Lorsque vous menez des activités, vous utilisez des ressources financières et même humaines, matérielles, vous devez également rendre compte. La gestion du patrimoine au niveau de la comptabilité matière, vous devez rendre compte. Donc vous voyez que c'est une responsabilité énorme qui pèse sur le conseil d'administration, présidé ici par un président du conseil d'administration. J'ai même envie de dire que le discours de la performance et le pilotage de la performance, non pas un pilotage opérationnel mais stratégique, est porté par le conseil d'administration. Des missions de garant de la performance des entreprises publiques pour lesquelles les PCA semblent pour l'instant éloignés. Du moins, c'est le constat de la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public. Cet organe public estime que plus de 70% d'entreprises du portefeuille de l'État sont en défaut de résultats probants, ceux assortis de dettes colossales pour la plupart. Et pourtant, les conseils d'administration et leurs présidents sont quasi systématiquement satisfaits au quotidien de la gestion des directeurs généraux. On ne pourrait par exemple pas comprendre, si nous prenons certaines entreprises qui sont contre-performantes, qu'une entreprise ait des résultats négatifs sur 3 ans d'affilée sans qu'il y ait même un avertissement ou alors une sonnette d'alarme qui soit tirée à l'endroit de la direction générale, sans qu'il n'y ait même une sanction, même si c'est une sanction essentiellement administrative. Les usages consacrés par les conseils d'administration au Cameroun sont connus. Des félicitations appuyées pour les directeurs généraux qui pour certains sont poursuivis par après pour faute de gestion ou souvent clairement pour détournement de fonds publics aux yeux des présidents des conseils. Et dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire Glencore. Maître Akeremouna a saisi la justice sur des infractions commises par la Sonara, la SNH et Glencore de 2011 à 2018. Dans un communiqué rendu public, l'ancien bâtonnier révèle que les employés de ces entreprises sont impliqués dans de nombreux scandales, notamment de corruption et blanchiment d'argent. François Dikoumé et Junel Bedbissaï. Dans son communiqué, l'ancien bâtonnier Maître Akeremouna informe l'opinion publique d'avoir saisi 3 juridictions compétentes pour dénoncer des faits constitutifs d'infractions commises de 2011 à 2018 par des agents et employés de 3 entreprises, 2 de droit camerounais et 1 de droit suisse. Je voudrais dire aux Camerounais, sur vos antennes, qu'on est en République et que ceux qui commettent des délits et des crimes, on va s'assurer qu'ils répondent devant, n'est-ce pas, les juridictions. Au banc des accusés, Maître Akeremouna cite la Société nationale des hydrocarbures à Yaoundé, traînée au tribunal de grande instance du Fondi dans le centre. La Société nationale de raffinage Sonara à Limbé, citée au tribunal de grande instance du Fako. Et enfin, Glencore Exploration à Douala, appelé à comparaître au tribunal de grande instance du Vouri. L'avocat international affiche toute sa confiance en la justice de son pays. Il est vrai qu'il y a des lenteurs
dans notre système judiciaire qui peuvent appuyer un certain trafic d'influence. Mais on n'en est pas là. L'affaire-ci est une affaire simple. Quelqu'un a avoué sous serment, déposé devant des instances judiciaires. Des décisions sont sorties. Des sentences ont été rendues. Des amendes ont été infligées. Donc, il n'y a pas une enquête à faire. Les juridictions étrangères nous ont même aidés en s'assurant que Glencore, en l'occurrence, prenne des engagements pour aider notre justice, pour dire à qui il a donné l'argent. En saisissant la justice, Maître Akeremona veut faire bénéficier d'importantes retombées à son pays en réduisant à sa plus simple expression la mauvaise gestion des affaires publiques. Sur le plan de la gouvernance, les retombées sont énormes. Première chose, on aura tourné le dos à l'impunité. Les gens vont comprendre, bien qu'avec, qu'au Cameroun, si vous faites des choses aussi avec autant d'arrogance et de la façon la plus cavalière, si vous le faites, si on vous attrape au Cameroun, vous allez, n'est-ce pas, répondre de ces faits-là. Rédigé conformément au Code de procédure pénale, les dénonciations de Maître Akeremona sont contenues dans un document de 107 pages déposé dans les différents tribunaux. L'impact du changement climatique sur les infrastructures routières font perdre le sommeil aux autorités de l'extrême nord du Cameroun. À quelques mois de la prochaine saison de pluie, la question de la durabilité des routes se pose avec acuité. Sous les auspices du ministère des Travaux publics, les experts proposent des solutions qui nécessitent des ressources conséquentes. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Pas moins de 2 ponts et divers ouvrages d'art ont cédé ces dernières années du fait des fortes pluies qui s'abattent dans la région de l'extrême nord. Si on ajoute les inondations et le cortège de malheurs, la coupe de la souffrance des populations est pleine dans cette partie du pays qui subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Illustration sur la route Moura-Dabanga-Kousseri, précisément le village Tchakamari, qui tourne progressivement la sombre page des inondations ravageuses. Bon, au départ, c'était une zone marécageuse, remplie d'eau, et après on a dégagé tous les gravats. Après ça, on a mis les ouvrages. Nous avons 9 batteries de bus, de 3 bus, et nous avons un dallo de double, section 2 x 1,60 x 1,50. Il ne faudrait pas que la route contribue à la fragilisation, à la vulnérabilité des populations qui sont autour. Donc il faut associer l'infrastructure à l'humain, mais aussi au naturel, en profitant de la route pour renforcer l'hydraulicité et le remplissage des mares dans le parc national de Ouaza. La question aujourd'hui est de savoir comment adapter les infrastructures au changement climatique, au risque de se retrouver dans un éternel recommencement. C'était l'une des préoccupations exprimées par les populations de Limani et d'Amchidé lors de la visite du pont nouvellement construit dans cette zone frontalière avec le Nigeria. Je dois vous dire que nous n'avons pas encore fini avec ce travail. Le pont est construit, mais nous allons contenir le maillot dans son lit. C'est dire que nous allons travailler à conforter les berges pour que les eaux ne détruisent plus les maisons dans les villages. Responsables du ministère des Travaux publics, Forces vives de l'extrême nord et autres experts ont tablé sur plusieurs propositions. Il pleut de plus en plus, les sections hydrauliques des ouvrages doivent être plus grandes, il faut relever la ligne rouge des routes, c'est dire que de plus en plus nous allons faire des digues routes pour éviter de se retrouver toujours dans un perpétuel recommencement. Mais l'on a bien vu que la seule volonté ne suffira pas. Il faudra davantage de moyens financiers pour adapter les infrastructures routières et autres ouvrages aux variations climatiques de l'heure. Et hors des frontières du Cameroun, œil pour œil, dent pour dent entre le Tchad et l'Allemagne, Berlin vient d'expulser l'ambassadrice tchadienne après que N'Djamena a fait de même avec celui de l'Allemagne dans leur pays vendredi dernier. Une situation qui complique les relations diplomatiques entre les deux pays, même si ces derniers ont joué la carte de la relativisation. Théophile Chouke et Achille Kamga. La réaction de Berlin était attendue et elle n'a pas tardé. Le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne a convoqué l'ambassadrice tchadienne Mariam Ali Moussa et a informé cette dernière qu'elle devait quitter le pays sous 48 heures. Berlin critique l'expulsion injustifiée de son ambassadeur au Tchad. Une situation qui envenime davantage les relations entre les deux pays.
L'escalade de tensions qui oppose la République fédérale d'Allemagne à celle du Tchad est due au fait que l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en poste à N'Djamena s'est donc, pour les autorités de N'Djamena, immixé dans la politique interne. Ils n'ont pas jugé nécessaire ou alors ils ont jugé déplacer les propos tenus par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, rappelant aux autorités de transition de conduire rapidement cette transition vers un gouvernement civil. C'est vendredi dernier que N'Djamena avait annoncé que Jean-Christian Gordon Cricker devait quitter son poste, lui aussi sous 2 jours, pour, je cite, « attitude discourtoise et non-respect des usages diplomatiques ». Le diplomate était très critique sur la situation des droits de l'homme au Tchad. C'est le principe de la réciprocité diplomatique qui s'est appliqué, puisque par la suite la République fédérale d'Allemagne, qui est considérée comme l'État accréditant, a pris acte et a rappelé à Berlin son ambassadeur et a appliqué des mesures d'expulsion équivalentes aux autorités diplomatiques tchadiennes en poste à Berlin. Si Berlin dit regretter de devoir en arriver là, N'Djamena soutient de son côté que cette décision ne doit pas être considérée comme une rupture des relations entre les 2 pays. En principe, dans les relations internationales, les 2 pays doivent respecter le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des États. Je pense que cette escalade n'arrivera pas à la fermeture des différentes ambassades, qui sera alors le point symbolisant la rupture totale des relations diplomatiques entre les 2 pays. L'Allemagne, tout comme d'autres pays européens, n'ont pas toujours été d'accord avec la transition prolongée du général Mahamat Idriss Déby à la tête de son pays. Et dans la rubrique sport, Dolcy Fankam devient la 2e Camerounaise draftée au Women's National Basket Association. À 24 ans seulement, elle a été sélectionnée au 2e tour par les Seattle Storm, le club 4 fois champion des États-Unis. Une sélection qui s'effectue 11 ans après celle de sa compatriote Alville Mandeng en 2008. Fabrice Loumou. When you know that you lost it and there's still other teams in the conference keep playing. Son nom est encore inconnu du public camerounais et pourtant Dulcie Fankam Menjade vient de réaliser un exploit. À 24 ans, la basketteuse camerounaise de 1,93 m a été draftée cette semaine en Women's National Basketball Association, WNBA, la ligue américaine professionnelle de basketball féminin, l'une des plus prestigieuses ligues de basketball au monde. Ce nouveau contrat suscite l'admiration du gouvernement américain qui, via son ambassade au Cameroun, a adressé ses félicitations à la lionne indomptable de basketball. L'internationale camerounaise, médaillée de bronze avec les Lions indomptables à l'Afrobasket 2021, a été sélectionnée au 2e tour et en 21e position par les Seattle Storm, le club 4 fois champion en titre des États-Unis. Sur le parquet de la division inférieure cette saison, Dulcie Fankam est considérée comme l'une des joueuses qui a le mieux soigné ses statistiques. Elle a terminé la campagne 2022-2023 avec une moyenne de 16,5 points par match. C'est la 3e meilleure performance de l'année. La Camerounaise a aussi réalisé le plus grand nombre de rebonds en division inférieure la saison dernière avec 12,3 rebonds par match, soit 418 sur toute la saison. C'est à Konsamba au Cameroun que Dulcie Fankam Menjade fait ses premiers pas dans le basketball. Elle devient plus tard une des meilleures joueuses du championnat camerounais avec le club de la BIAC. En 2018, elle s'envole pour les États-Unis où elle intègre l'Université de Floride du Sud et continue de jouer sous la direction du coach José Fernandez, l'un des plus célèbres de ces disciplines sportives. Désormais joueuse des Seattle Storm en WNBA, Dulcie Fankam devient ainsi la 2e Camerounaise à réaliser un tel espoir après Alvin Mandeng en 2008. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Serge Alain Outou et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Une quarantaine de présidents de conseils d'administration hors la loi à partir du 12 juillet 2023, si jamais le président de la République ne pense pas à leur remplacement. Effectivement, ils sont 41 présidents de conseils d'administration qui exercent dans l'illégalité et 7 autres dont le mandat est arrivé à en expiration. Ce sont là les chiffres révélés par le professeur Viviane Ondwa-Biolé au terme d'une enquête menée par ses soins.
Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qui n'en soit. Deuxième partie, bonne soirée à vous, Eric. Bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite et qui n'en soit, toujours en compagnie de Aaron Begeni-Abek, Emmanuel Kougné. Il est également là, Basile et Togo. Ça va? Très bien. Voilà, ça va très bien. Elie Chopma, je l'ai dit à l'entame, ces PCA sont... J'ai pu calculer, il y a 11 ministres en fonction, 4 gouverneurs, 3 directeurs généraux et 4 anciens ministres, entre autres. Voilà. Comprenez donc que certains pensent que c'est un poste où on récompense c'est en fait des récompenses politiques, pour tout point de vue, du PCA. C'est le jugement qui peut être fait, Serge Alain, mais bon, comme je le dis depuis le début, quelque personne qu'il soit, que ce soit un ministre ou quelqu'un d'autre, si les objectifs sont atteints, ça ne me pose aucun problème. Oui. Chacun a le droit d'y être. Mais on a l'impression ici que ces PCA sont considérés comme des pilotes qui entrent dans l'avion sans savoir quelle destination il faut prendre. Parce que si effectivement chaque PCA... Il y a le pilotage automatique. Hein. Ah oui, mais si vous estimez qu'il y a le pilotage automatique, l'avion c'est une machine qui peut fonctionner automatiquement, mais l'entreprise fonctionne sur la base des humains et rien n'est systématiquement automatique. Par conséquent, je crois tout simplement qu'ici, et comme dans toutes les activités de ce pays, on doit devoir chaque année faire un bilan, un état des lieux, et saluer la performance de ceux qui peuvent continuer et ceux qui ne le peuvent pas, qu'ils respectent au moins les mandats qui leur sont alloués. Alors, ça me paraît quand même bizarre dans la logique de gouvernance au Cameroun parce que... On a quand même vu des gens respecter ce texte-là. Il y a justement le professeur Biolay qui, après, a pensé qu'elle ne pouvait plus continuer. On n'a jamais dit au Cameroun, même si vous prenez le RDPC, le gouvernement ou tout, il y a toujours des Camerounais qui sont encore capables de respecter les lois dans ce pays. Par conséquent, il faut tout simplement que les uns et les autres soient capables de respecter les lois parce que j'ai l'impression, et j'entendais bien Blaise le dire tout à l'heure, que c'est tout simplement la légitimité du président de la République et sa décision. Mais le président de la République ne peut pas être partout. Lui-même se plaint dans ses discours qu'il y a des dysfonctionnements qui ne lui permettent pas d'avancer. Il est donc temps que les gens respectent les règles et les lois qui sont mises en place pour l'aider au moins à mieux décider. Parce que lorsque vous voyez ce qui est écrit par Mme Biolay, il est précisé que le PCA lui-même doit devoir dire à quel moment son mandat se termine. Et s'il ne l'a pas fait, le ministre de tutelle devrait prendre les dispositions pour que tout ceci soit fait. Mais quand on me dit 6 mois avant, même quand on dit d'ici juillet, le président de la République devrait. Mais s'il n'est pas au courant, il doit décider de quelle manière. Il faut donc que tous ceux qui sont à des postes susceptibles de faire valoir la loi, que ça se fasse pour tout le monde. Vous avez entendu tout à l'heure parler beaucoup d'autres choses quand le journal passait. C'est la réalité du Cameroun où l'indolence concernant le respect de la loi nous enfonce aujourd'hui dans un labyrinthe sans fin. Il est donc temps que des situations comme celle évoquée par Mme Biolay soient comme une tache d'huile qui permet tout simplement de dire attention, nous avons mis en place un État avec des institutions et tout ne peut fonctionner que si les règles, les lois sont respectées par tout le monde. Le chef de l'État étant le garant du respect de ces lois-là. Ok. D'abord, Emmanuel Kougné, les ministres de tutelle ont dit en 6 mois pour informer le président de la République. Oui, mais même moi je trouve cela ridicule parce que quand vous prenez une telle décision, de toute façon, ce qu'on aurait dû faire, c'est demander au conseil d'administration lui-même de se saisir de l'affaire. C'est-à-dire que quand le président du conseil d'administration a atteint la limite, le conseil d'administration se prononce, puisque c'est qu'une assemblée. Bon, on dit le chef de l'État doit le dire. Non, le ministre de tutelle. Le ministre de tutelle doit le dire. Mais qu'est-ce que le conseil d'administration travaille dans cette affaire?
Le conseil d'administration, c'est quand même un groupe de personnes qui se mettent quelque part. On aurait pu dire, par exemple, quand le mandat est arrivé à terme, le conseil d'administration aux 2/3, si lui ne veut pas prendre les dispositions nécessaires pour partir, se réunit et puis dit, écoutez monsieur, votre mandat est arrivé à terme. Ce serait un peu plus démocratique. Mais un certain ministre de tutelle qui se trouve quelque part, qui lui-même peut-être n'est pas informé, ou bien il ne sait même pas ce qui se passe là-bas, parce qu'ici, chacun sait d'où il vient. Quand on voit un président du conseil d'administration, ils sont la personne à qui il reçoit les ordres se trouve quelque part. De qui il reçoit les ordres se trouve quelque part. Et cette personne-là, ce n'est pas forcément le président de la République. Nous sommes dans un système de mafia où chacun met ses pions quelque part, avec les réseaux. Donc, celui qui a mis un président du conseil d'administration quelque part, et là, il sait que j'ai mis mon gars à cet endroit-là. Le chef de l'État lui-même, il reçoit les papiers et les signes. À 90 ans, vous n'allez pas demander à ce monsieur de devenir... lui demander ce qu'il ne peut pas faire. Parce que nos parents de 90 ans ne font pas non plus. Donc moi, je ne sais pas ce qu'on a à lui reprocher. Il faudrait qu'on demande à chaque conseil d'administration de pouvoir, n'est-ce pas, au terme d'un certain délai, se prononcer, n'est-ce pas, sur la situation de son chef. Et que les gens... qu'il y ait une possibilité à ce conseil d'administration de proposer même le nouveau président du conseil d'administration, pour qu'ils aient un intérêt dans l'affaire, et qu'ils puissent, n'est-ce pas, dire, écoutez, ce monsieur a déjà fait 9 ans, pourquoi il ne part pas? Parce que s'il part, on peut peut-être trouver un autre président du conseil d'administration à l'intérieur du conseil d'administration. Pas d'intérêt, pas d'action. Si celui qui doit prendre la décision n'a aucun intérêt à ce que ces décisions soient prises, cette personne ne prend pas de décision, et c'est le cas. C'est pour cela que les choses ne changent pas et ne changeront pas. Parce que les lois sont faites de telle manière qu'il n'y a pas moyen de les appliquer. On ne peut pas les appliquer. Le ministre, lui, le ministre regarde d'abord la personne qui a pu, n'est-ce pas, permettre à ce PCA de se retrouver à cet endroit. Si c'est une personne plus puissante, peut-être même que ce ministre dépend de la même personne. Auquel cas, le ministre doit aller se prendre son avis, l'avis de cette personne-là, avant de se déterminer également. Ça devient très compliqué. Il faut libéraliser les choses. Ou bien on demande à l'Assemblée nationale de pouvoir, n'est-ce pas, jouer son rôle de contrôle de l'action publique, de l'action gouvernementale, et que chaque fois qu'il y a cette situation, que les députés se prononcent. Moi, je ne sais pas, parce que le Cameroun n'est plus gouverné. Quand un pays se trouve dans cette situation, c'est qu'il n'est plus gouverné. Il n'est plus gouverné, parce que si le pays était gouverné, à chaque moment, n'est-ce pas, tous les problèmes là seraient posés dès qu'ils arrivent. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec plus de 50 personnes, plus de 85%, je crois, plus de 80%, n'est-ce pas, des responsables des entreprises publiques qui sont là depuis plus de 13 ans. De toute façon, quand vous êtes à la tête d'une société comme celle-là pendant 13 ans, si vous n'avez pas produit de résultats, vous n'en produirez pas. Parce que vous ne pouvez plus que vous répéter. Et vous n'allez pas faire l'impossible. Et la question que je me pose, est-ce qu'on peut nous dire à quel moment on recrute les employés dans ces entreprises? Personne ne sait. Personne ne sait. Ça veut dire que nous sommes en train de mettre là le pied dans la fourmilière parce que c'est des mafias qui s'installent partout. Et puis aujourd'hui, nous faisons semblant de nous plaindre. Mais en réalité, nous savons que notre plainte ne va peut-être pas donner. Mais au moins, ça permet au peuple de comprendre que c'est comme cela que les entreprises publiques sont gérées. Donc vraiment, nous le disons et le regrettons pour en pleurer tout simplement. Parce qu'il ne sait pas ce qu'on peut faire d'autre. Basile, cette situation, le ministre informe le président de la République 6 mois à l'avant, mais certains sur ce plateau émettent des doutes. Ça dépend. Est-ce que le ministre fait effectivement son travail, c'est-à-dire informer le président 6 mois avant? Est-ce que le président est forcément au courant de toutes ces situations-ci? Si le ministre n'a pas informé, le ministre de tutelle. Ces gens-là, pour répondre à cette question, permettez-moi d'évoquer le fait que le conseil d'administration est généralement géré par un ministère de tutelle et le ministre des Finances. Et il y a certains conseils d'administration qui peuvent avoir 2 ministres de tutelle, en tutelle technique, bien évidemment, c'est que je suis en train d'évoquer ici. Et dans ce cas-là, je crois que le ministre de tutelle, tel que le dispose la loi, devrait informer le chef de l'État dans le délai de 6 mois. Bon, maintenant, il faut questionner sur la manière dont cette information-là est apportée à l'endroit du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un manquement sur peut-être un laxisme, il faut le dire. Est-ce qu'il y a un laxisme qui est avéré
notamment sur l'information qui doit être portée par le chef de l'État. Ce sont des choses qu'il faut questionner. Mais par ailleurs, je ne souhaite... Donc le président peut ne pas être informé. Je ne dirais pas que le président ne peut ne pas être informé. Je dirais que il peut arriver, puisque le chef d'État lui-même l'a décrit dans plusieurs de ses questions, que ça prenne un certain nombre de temps à cause des lenteurs administratives qui sont observées dans notre administration pour arriver jusqu'à son niveau. Et sur ce prisme-là, je pense que nous devons de toute manière trouver le mécanisme nécessaire pour que le chef d'État soit le plus à même d'être informé le plus tôt possible pour qu'il prenne des décisions qui, ma foi... Est-ce que tout le monde peut informer un chef d'État? C'est bien dit, le ministre de tutelle. Je crois que c'est ce canal-là. Si d'aventure savait que la voie par laquelle le ministère de tutelle informe le chef de l'État est une voie qui est assez lente au niveau de la prise de l'arrivée de cette information-là, je crois qu'il faut explorer d'autres voies et moyens pour que le chef de l'État soit le plus ample informé. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais relever que le conseil d'administration a un rôle particulier. Ce n'est pas le conseil d'administration qui gère l'entreprise publique, puisque l'entreprise publique est gérée par un directeur général. Le conseil d'administration est là pour mettre en exergue, n'est-ce pas, un certain nombre de mécanismes qui lui sont conférés dans le feu de route. Et dans la mesure où ces mécanismes sont mis en place et que la feuille de route est permanemment, il faut le préciser, par cette commission que nous avons évoquée ici, est permanemment suivie, est permanemment notée par cette commission-là. Je crois que sur cette base-là, nous devons comprendre donc qu'il y a quand même une suite qui est réservée quant à l'efficacité, quant à la performance de ces PCA à la tête de ces institutions. Cela me rassure davantage parce que lorsque vous voyez certaines entreprises publiques qui font des chiffres, qui font quand même des chiffres, il faut relever que il faut apprécier et c'est cela qui permet notamment de justifier l'action qui est entreprise par les pouvoirs publics, notamment par le chef de l'État, de les maintenir à ce poste-là. Okay. Voilà. Aaron Begeni, avec vous également, est-ce que cette piste pour vous tient la route? Est-ce que le président, certains pensent que l'information n'arrive pas forcément au chef d'État? Le président peut avoir des intérêts. On n'informe pas le président que, bon voilà, il y a tel PCA qui devrait normalement être remplacé. Le président a toujours la bonne information. A des mandataires délégués qui sont les chefs de département ministériel. Et dans chaque département ministériel, il y a une direction des ressources humaines qui travaille dans la gestion prévisionnelle des ressources humaines et qui devait gérer ce mandat. Ce n'est pas dans le délai, c'est 6 mois, c'est à 6 mois de la fin du mandat. Et c'est immédiat en cas de décès du représentant. Ou alors lorsque il n'est plus dans ce ministère, on l'a affecté ailleurs. C'est immédiat. Donc cette gestion, il doit avoir un tableau de bord pour le suivre. Mais seulement, il y a parfois que le SGPR, ministre d'État, qui gère la présidence, le secrétariat, donne des instructions aux membres du gouvernement qui sont sous le Premier ministre pour leur rappeler que ça, c'est des prérogatives du chef de l'État. Les prérogatives du chef de l'État doivent se conformer, encore qu'il est garant du respect de l'État de droit. Lui-même est le premier à respecter, doit être le premier à respecter l'État de droit. Sauf quand on a prévu une dérogation qui est déjà signée. Son décret de nomination n'est pas une dérogation. Lorsqu'on est atteint par la limite d'âge d'aller en retraite, on précise quelle que soit la fonction. Et je veux dire, notre rôle ici, c'est que le thème procède à la maïeutique socratique, nous interroge et nous faisons des suggestions qui sortent de notre esprit.
que ceux qui gouvernent ne disent pas qu'ils ont le monopole du savoir-faire. Et je doute, comme vous le disiez tout à l'heure, que vraiment on met l'accent à l'ENAM sur l'austérité, le respect de la morale publique. Parce que si cela est fait ainsi, vous-même qui appliquez les tests contre les autres, ces tests s'appliquent à vous, vous agissez comme les textes prévoient. Et je dis, ce n'est pas normal. Dans un pays où tous les citoyens sont égaux devant la loi, ont droit à une protection et ont accès dans les mêmes conditions aux fonctions publiques, il n'y a que certains qui restent là 15 ans, 20 ans, sans un rendement que nous voyons. Et celui qui permet, l'institution supérieure qui permet, on a calqué sur les autres pays, la CEMAC a défini l'institution, la juridiction supérieure, c'est la Cour des comptes qui donne le cutus sur la régularité, comment ce terme, il y en a 3 expressions, la fidélité et la sincérité, avant que l'Assemblée nationale ne statue. Cela n'est pas fait. Et voilà, depuis un certain temps, le président est réélu, mais le même gouvernement qui échoue dans le DSE, qui échoue dans le document de réduction de la pauvreté, donnez-moi des évaluations. Vous réduisez la pauvreté, vous savez les couches où la pauvreté se manifeste. Vous savez ceux qui sortent des grandes écoles qui sont dans le chômage. Vous ne créez pas des activités dans le domaine des produits agricoles transformables en produits manufacturés, donc avec l'industrie qui va utiliser ne sortons pas, restons dans le sujet. Je suis dans le sujet. Non, je vous en prie. Il faut qu'il change. Le président on vous a compris. Il change ses gouvernants. Qui ne l'aident pas. Justement, on va parler de à remplir ses fonctions comme ce problème de cumul avec vous, élitement. Parmi ces PCA, il y a 5 qui sont, on va le dire comme ça, PCA de 2 entreprises, 2 entités publiques. Comment comprendre ça? Vous ajoutez à tout le débat qu'on a fait jusqu'à présent une autre forme de complication. Oui. Puisque quelqu'un peut être tout seul, PCA dans 2 entités. Dans un pays où on a 30 millions d'habitants et 80% de jeunes, c'est quand même ridicule. Mais ce que je veux constater à la fin de ce débat, et ce que ça nous fait constater, c'est tout simplement que nous nous trouvons dans notre pays où le laxisme de proche en proche finit par condamner la République. Je veux la dire quoi? Vous avez des PCA qui ont oublié leur mandat. Vous avez leurs ministres de tutelle qui ont oublié de signaler acquis de droit. Vous avez les 3 pouvoirs de cette République, ça veut dire le pouvoir législatif par l'Assemblée nationale où aucun député ne peut crier dessus. Merci Madame Biwole. Vous avez le pouvoir judiciaire où aucun procureur ne s'occupe de ce genre de situation. Il ne reste plus que le pouvoir exécutif, le pauvre président, à qui on doit sommer de tout faire. Voilà comment nous avons tous choisi de dormir pour enfoncer l'État. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on est dans un pays où l'individu est plus fort que la nation. Il est temps, et merci que Mme Biwele, qui a montré par l'exemple à un poste donné, justement, puisse lancer ainsi le pavé dans la mare et que ça nous permette de réfléchir. Il est temps que dans notre République, on revienne aux fondamentaux du respect des lois pour qu'un État puisse vivre. Voilà, d'abord Blaise sur cette situation, même s'il faut récompenser les anciens membres du gouvernement, les DG, gouverneurs, ministres en fonction, on a 5 qui sont PCA de 2 entités.
Comment on comprend ça? Il n'y a plus d'amis à récompenser? Non, je ne pense pas que la nomination des PCA soit une récompense politique. Hein. C'est quoi? Si vous prenez ça sur ce prisme-là, cela voudrait dire que vous dénaturez, n'est-ce pas, cette fonction et la sacralisation de l'État, des institutions de l'État. Beaucoup le pensent. Non, je pense qu'il faut faire très attention à ces discours qui a, ma foi, tendance à fragiliser l'État, car à apporter, n'est-ce pas, une réflexion profonde sur les questions qui minent la société. Moi, je voudrais énoncer cette maxime qui voudrait dire que dans le débat contradictoire, jaillit la vérité. Donc, sur cette base-là, lorsque je l'ai dit, je voudrais encore revenir sur les éléments qui permettent à ce qu'un PCA soit nommé. Je dis ces éléments-là. Restons sur le fait qu'il est PCA de 2 entités. Justement, c'est pour ça que je vais invoquer ces éléments-là, à savoir la discrétion du chef de l'État. Et mais la discrétion du chef de l'État, c'est quelque chose dont on ne peut pas en parler. Puisque la discrétion veut dire que ce que personne ne connaît. C'est pas ça? Vous parlez de discrétion et vous voulez en parler? Je parle de la discrétion du chef de l'État qui voudrait qu'il est libre. Il n'y a aucune disposition de la loi. Il n'y a aucune disposition de la loi qui oblige le chef de l'État ou bien qui ne lui permet pas de nommer une personne à 2 postes. Il y en a. Le chef de l'État doit respecter un certain article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous avons droit d'exercer une fonction publique. Mais ça veut pas nommer. Non, mais ça veut dire qu'il doit laisser quelqu'un là pendant 40 ans, 50 ans. Les autres citoyens font quoi? C'est pas à force. Ils sont utiles, ils sont allés à l'école pour être utiles à la nation. Et puis, il y a la théorie de l'âge. Alors, ce n'est pas quand vous atteignez un certain âge, vous n'êtes plus rentable. Le cas qui nous intéresse là, c'est parce qu'une même personne occupe, il est PCA de 2 entités. Il ne peut pas, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être rentable pour la société. Voilà. Je pense que j'avais la parole à ce sujet. Je voudrais dire que, avant de mettre fait couper, je voudrais relever encore une fois de plus que cela relève de la discrétion du chef de l'État. Aucune disposition de la loi ne l'oblige ou bien ne le contraint à nommer un PCA. Il peut nommer un PCA dans 2 entreprises. Il sait ce qu'il attend. Je vous ai dit que le chef de l'État a une action, un regard global de la situation. Si nous nous basons uniquement sur le prisme de l'individu, nous ne comprendrons pas les raisons qui peuvent motiver le chef de l'État à nommer quelqu'un à 2 postes, nommant en ce qui concerne les PCA. Je voudrais dire que les PCA n'ont aucun élément statutaire en ce qui concerne l'alimentation d'âge. Il est important de relever là-dessus parce que dans l'entame, dans la suite des échanges, un des co-panélistes a soulevé ce problème. Non. Il n'y a aucune disposition d'âge. Personne n'a évoqué l'âge ici. J'ai cru entendre. Je parle de la théorie des rendements décroissants. J'ai cru entendre. Vous ne pouvez plus, comme actuellement, exercer à cause de la diminution de vos aptitudes physiques. Vous ne vous déplacez pas aisément. Vous ne pouvez pas. Mais c'est vous qui le dites. Et c'est pourquoi on a fixé le droit de jouir de sa retraite. C'est pour cela. Permettez-moi de continuer. Vous m'opposez la disposition sur les aptitudes physiques. Moi, je voudrais vous opposer aussi l'expérience. L'expérience, qu'est-ce que vous en dites? Quand vous avez l'expérience, vous ne pouvez pas. Vous faites comment? L'expérience que vous en dites, ces PCA ont de l'expérience. Pour avoir vécu, pour être et la Cameco est sous perfusion depuis que Dikoum est parti. Pour avoir été des hauts commis de l'État et pour avoir maîtrisé un certain nombre de choses sur les problèmes économiques. Nous voyons comme ces entreprises sont rentables. S'il vous plaît. Une sécurité. Si vous me coupez à chaque fois, ce serait difficile qu'on puisse attendre. Parle de leurs compétences, de leur expérience. Permettez-moi de m'exprimer. Nous constatons de m'exprimer que ces entreprises publiques sont sous subvention.
Ces subventions pouvaient être aidées à faire autre chose, à créer des plantations, au lieu de dire que c'est la guerre en Ukraine qui vient nous perturber. C'est votre pensée à vous. Non. Mais n'en faites pas une pensée nationale. Utiliser c'est votre pensée à vous. Il faut utiliser rationnellement les ressources de la nation. Les ressources humaines, les ressources financières. Merci Aaron, merci. Je suis un peu embêté lorsque à chaque fois, pendant que j'interviens, quelqu'un me coupe à chaque fois. Donc, je voudrais donc dire que moi, je veux opposer l'expérience qu'ont ces personnes. Parce que la nomination d'un PCA, en ce qui concerne ses missions, ce n'est pas lui qui va aller regarder comment ça se passe sur le terrain. Je pense qu'il y a un personnel adéquat qui doit être mis en branle pour ce genre d'activité. Il habite où? Il est à Yaoundé. Je vous en prie. Il doit venir présider un conseil d'administration à Douala. Oui, Emmanuel Kouy. Oui, je voudrais dire que j'ai suivi. On a dit tantôt que... Vous ne voulez pas que Blaise s'exprime? Non, il s'exprime. Il y a des choses à dire. On veut mettre notre pays sur les rails. Tout le monde doit obéissance passive aux lois. Même le président de la République. Bon, je disais que... Il faut remarquer que j'ai été coupé. Je voudrais dire que nous avons remarqué tous ensemble que selon les textes en vigueur, le remplacement doit se faire immédiatement en cas de décès. Et il faudrait que le chef de l'État soit informé, etc. Mais au niveau du FNE, ça fait 3 ans que le PCA est décédé. Il n'est pas remplacé. Ce n'est pas tout. Donc c'est l'expérience. Vous avez même le ministre de l'eau et de l'énergie. On ne va pas quand même dire qu'on n'a pas informé le chef de l'État. Le ministre des Mines, pardon. Le ministre des Mines, vous n'avez pas dit que le chef de l'État n'est pas informé. Donc moi je crois que ces choses-là, c'est voulu. C'est voulu par le chef de l'État. On ne peut pas nous dire qu'il n'est pas informé. Parce que quand son ministre même décède, il laisse le poste vacant. Il sait encore, je crois que le représentant Blaise va nous dire encore qu'il sait ce qu'il attend de cette situation où le ministre ne vit plus. Il sait ce qu'il attend. Il attend quoi? Le poste est vacant. Qu'est-ce qu'il attend? Il devrait le remplacer. Bon, il va le faire à son temps. Non, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire. Et que vous le vouliez ou pas, cette discrimination, comment vous avez appelé ça, ce pouvoir discrétionnaire est un pouvoir qui nous embête. Ça nous embête parce que nous constatons même que dans l'administration courante, c'est ceux qui sont à la tête de cette mafia qui nous gouvernent, qui veulent que, pendant qu'ils nous ont matés comme ils le font, que leurs enfants viennent aussi mater nos enfants. Parce que vous allez voir, les préfets sont les enfants des ministres, les sous-préfets sont les enfants. C'est ces enfants de ces gens-là qui commencent à se mettre dans toutes les postures pour pouvoir être demain ceux qui vont gouverner nos enfants. Et ils le font par le pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est révoltant, c'est même très violent. C'est d'une violence extraordinaire. On va vous dire qu'à Dibombari, à Kribi, un peu partout, c'est les enfants des ministres qui sont les préfets, les sous-préfets. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils veulent amener leurs enfants à mater nos enfants comme ils nous matent aujourd'hui? Non, on ne peut pas admettre. Les enfants des ministres, ils ne doivent pas rentrer à l'ENAM? Non, mais l'ENAM ne doit pas, cette affaire, le système lui-même ne doit pas se reproduire de cette manière-là. Puisqu'on sait comment on entre à l'ENAM. Ce n'est pas les meilleurs qui entrent là-bas. Ils ne doivent pas entrer à l'ENAM? Ils doivent entrer à l'ENAM, mais... Voilà. Donc, et après, lorsqu'ils sortent de l'ENAM, ils ne doivent pas être nommés? Le système, est-ce qu'ils sont les seuls à entrer à l'ENAM? Puisque je dis que c'est les enfants de ces gens-là qui sortent de là et qui sont en train de les placer partout pour qu'ils matent nos enfants comme ils nous ont matés. Et quand une république se reproduit comme ça, il y a un grand problème. Okay. Donc ce pouvoir discrétionnaire, moi je suis contre ce pouvoir discrétionnaire-là, parce qu'il n'y a pas de critères par rapport à tout ça. Et il est tellement discrétionnaire que le chef de l'État peut nommer un président de conseil d'administration à 2-3 postes. Alors ce n'est plus logique, c'est incohérent, c'est irrationnel. Tout ce qui est irrationnel ne doit pas être accepté. Merci. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire et le chef de l'État lui-même doit comprendre que lui-même doit mettre fin à cette affaire qu'il a créée et qui nous semble être de nature, n'est-ce pas, à conduire notre pays vers une situation qui risque d'être mauvaise dans un futur relativement proche. Merci Emmanuel Kouy. 30 secondes. Oui, je voulais dire que le pouvoir discrétionnaire ne relève pas seulement du Cameroun. Dans tout pays, le chef de l'État dispose des prérogatives qui lui permettent de nommer qui il veut. D'ailleurs, en France, nous avons vu comment Jacques Chirac a nommé Sarkozy au ministère de l'Intérieur alors qu'il a été contesté par bon nombre de Français. Donc, lorsque je l'ai dit, nous devons revenir à l'orthodoxie sur qui nous relie, à savoir les lois de la République.
Nous pouvons avoir des pensées qui diffèrent selon nos ambitions, qui diffèrent selon notre volonté de pouvoir construire un avenir meilleur pour le Cameroun. Mais nous devons respecter les lois de la République. Mais c'est ces gens qui ne respectent pas la loi. Hein. La loi n'est pas respectée au Cameroun. Vous parlez de loi depuis tout à l'heure. La loi n'est pas respectée. Nous avons des enfants qui sont en prison pour rien. Vous avez créé une loi antiterroriste pour les opposants. Mais et ça, vous croyez qu'on va admettre des lois comme ça, des lois orientées? La loi n'est pas respectée par rapport à vos attitudes. Mais c'est parce que vous me coupez à chaque fois. Non, respectez au moins la politique. Non, je ne peux pas respecter quand vous dites des choses qui ne sont pas justes. Respectez au moins la police du plateau. Je pense que vous n'avez pas la parole. Respecter la loi, ça veut dire quoi? Respectez au moins la police du plateau. Et c'est par là que ça commence. Le respect de la police du plateau permet à ce que nous puissions respecter la loi. Mais si à chaque fois vous ne pouvez même pas respecter le modérateur sur ce plateau, vous ne pouvez pas respecter la loi pour autant. Donc lorsque je l'ai dit, nous devons respecter la loi. La loi est certes dure, elle peut même être arbitraire, elle peut même être pensée être arbitraire. Allez réciter votre cours là ailleurs. Ça, si vous récitez quelque chose, la loi est dure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais où vous lisez les papiers, vous venez vous fatiguer avec ce genre de choses. Quelle loi? Il s'agit de quelle loi? Je dis que nous avons eu 600 gars qui ont été arrêtés et qui sont condamnés pour rien. Ils ont 7 ans de prison et on les traite de terroristes. C'est aussi la loi. Mais bien sûr, c'est aussi la loi. C'est la thématique du jour? Ce n'est pas la thématique du jour. Nous parlons plus de la loi dans un environnement où personne ne respecte pas la loi. Nous devons respecter la thématique du jour. Les gens qui ne respectent pas la loi ne peuvent pas venir demander. N'amenez pas le débat sur un autre point. Oui, on va y aller. Parce que vous parlez du pouvoir discrétionnaire de la loi. On est fatigué d'écouter ce genre de discours. Mais ce sont des gens comme vous qui ne respectent pas la loi. Justement, des gens comme vous appliquez des lois. Mais c'est la raison pour laquelle je suis là pour appliquer. Et on ne peut pas respecter la loi. Dans tous les cas, le Cameroun. Je suis là pour vous demander de respecter la loi parce que la loi aussi vous engage. Justement, la loi. Bon, laissez-moi continuer mon débat. Vous obligez à respecter la loi que vous laissez-moi continuer mon argumentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi continuer mon argumentaire. Donc, je disais donc que la loi, elle est certes dure, elle peut même considérer comme être arbitraire, mais nous devons la respecter pour autant. Tout le monde le sait. Ne citez pas des choses comme ça. Le professeur doit le dire dans son texte, la loi est dure, c'est la loi, il faut la respecter. Merci Elie Tchebma d'être venu, pas de plus. Merci Serge Alain. Merci à vous Basile. Merci Serge Alain, et c'est ça toujours un plaisir que je répondrai à votre invitation. Aaron Begeni, merci d'être venu. Oui, merci, le thème était important, mais les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Okay. Il ne faut pas confondre discrétion et discrimination. La discrimination avec cumul, alors qu'il y a des gens oisifs, ça tire vers la discrimination et non la discrétion. Ok. Emmanuel Kounié, merci également d'avoir accepté. Oui, merci de nous donner l'opportunité de pouvoir, n'est-ce pas, dire ce que nous pensons, parce que ce n'est pas toujours très facile. Voilà. Du moins, surtout pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ok. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Mimboman, Don Bosco.